puis, c'est quelqu'un d'engagé dans le domaine de la formation. Je crois que vous êtes président du conseil d'administration de cette superbe école de management qui est l'EM Lyon, et puis administrateur au conseil de Business France, mais là en tant que député. Parce qu'il y a relativement peu de temps, vous avez fait le choix de rentrer en politique. Enfin, vous disiez pourquoi d'ailleurs, parce que c'est suffisamment rare, et c'est dommage, mais il y a peu de chefs d'entreprise qui sont, il y en a quelques-uns, mais qui rentrent dans la politique. Et d'ailleurs, est-ce que ça veut dire souvent, je pense que En Marche, c'est assez... il faut dire qu'on abandonne un peu la vie de chef d'entreprise. Autrement, c'est compliqué, déontologiquement. Et donc, vous êtes vraiment dans le monde de la politique. Ce serait intéressant et puis, vous avez aussi le recul du chef d'entreprise depuis un certain temps. Et j'aimerais également vous entendre, mais peut-être dans un deuxième temps, sur comment vous avez vu les 30-40 dernières années et comment vous expliquez le fait que la France a terriblement reculé en matière d'industrie. C'est ce qui fait la différence entre la France et l'Allemagne en termes de pourcentage de PIB, et c'est ce qui explique malheureusement en grande partie le taux de chômage que nous avons en France. Alors, je ne devais pas animer ce débat, mais au pied levé, j'ai accepté. Et c'est vrai que j'ai un lien avec la robotique. C'est pour ça que ça m'intéressait aussi. Quand j'ai commencé, j'ai fait une école de management, HEC. Ensuite, j'ai fait une thèse à Dauphine, et j'ai fait une thèse sur la robotique. Donc pendant près de 5 et 10 ans, j'ai bossé sur la robotique industrielle. D'abord sur les fabricants, la stratégie industrielle, et c'était dans les années 80, et sur la thèse, elle était sur les conséquences économiques et sociales, sur le plan microéconomique, de la robotisation. Donc c'est un sujet, il y a 30 ans, mais c'est un sujet que j'ai bien connu. Alors là, vous avez pondu un rapport, justement, sur robotique et système intelligent, à la demande du gouvernement, j'imagine. Vous faites des propositions sur la robotique justement dans 5, 10, 15, 20 ans. Donc vous projetez, et moi j'ai le recul par rapport à ce que c'était il y a 30 ans, est-ce que c'est devenu. Donc ça m'intéresse vraiment de vous entendre sur ce sujet. Et puis bon, nous sommes à moins de 15 jours des élections européennes, et allez voter, et dites aux gens d'aller voter, c'est indispensable. On ne parle pas tellement, la campagne est un peu encalaminée, on ne parle pas vraiment des sujets importants. Et parmi les sujets importants, il y a l'Europe industrielle. Il y a des budgets qui sont potentiellement en hausse, en tout cas dans les prévisions. Voilà. Quelle politique industrielle au niveau européen? Pourquoi ça ne marche pas mieux? Quelle stratégie de puissance européenne par rapport à deux pays, la Chine et les États-Unis, qui ont des stratégies de puissance? Et s'il n'y a pas de stratégie de puissance européenne, on aura du mal. Voilà. Donc, c'est sur ces deux sujets qu'on souhaite vous entendre. Très bien, merci. Je serais passionné par relire votre rapport d'il y a 30 ans, en tout cas. Je dis passionné parce qu'on oublie souvent l'évolution sur des périodes longues de la réflexion, notamment dans les domaines industriels. Et après, on fait des constats et on dit si j'avais su, j'aurais pas venu, ou c'est pas comme ça qu'il fallait faire, mais on ne se remet pas dans l'état d'esprit de l'époque par rapport à la géopolitique de l'époque, par rapport à la géographie de l'époque. Et je crois que c'est un sujet, en tout cas, qui mériterait, même en survolé, mais de voir comment un thésard des années 80 se projetait par rapport à sa thèse dans ces métiers qui étaient, alors là, radicalement nouveaux. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'hier, j'avais au téléphone Olivier Luanzi, oui, que vous devez connaître, qui est le responsable des territoires d'industrie au ministère, et qui me disait, mais je fais travailler une thésarde, justement, qui va regarder à quel moment est-ce qu'on a bifurqué, oui. Et je souhaiterais vraiment vous entendre et vous interviewer et que vous la rencontriez pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Bien sûr. D'autant plus que dans les années 90, moi j'étais au cabinet du ministre de l'Industrie, et
donc, voilà, j'étais vraiment au cœur du système ensuite d'État pendant quelques années. Ben, en fait, la réalité, hein, et ça va faire la transition entre les deux sujets, la réalité, c'est qu'il n'y a aucun moment où on a bifurqué. On a simplement dérivé. En tout cas, moi, j'en suis persuadé. Oui, mais on a dérivé. Ça veut dire que très progressivement, c'est installé, et je vais essayer de vous dire, en tout cas mon analyse, très progressivement, s'est installé une espèce de résignation industrielle. Et je disais tout à l'heure que je suis ravi d'être devant vous, parce que le mot le plus important, c'est le mot encouragement. Parce qu'il va avec le mot découragement. Hein, c'est les deux revers d'une même pièce. Et le rapport sur la robotique que j'ai initié, parce que je l'ai vraiment initié de façon un peu solitaire, pour être tout à fait honnête avec vous, parce que j'ai été missionné par le Premier ministre sur les territoires d'industrie, donc j'ai commencé par faire un grand tour de France dans des territoires réputés provinciaux ou marginaux ou isolés, et pour me rendre compte qu'il y avait une dynamique industrielle dans ces territoires qui était spectaculaire, mais qui n'était pas du tout révélée. Donc une des recommandations, par exemple, de mon rapport, qui paraît un peu ridicule, c'est de dire apprendre aux PME industrielles à faire des communiqués de presse. Pourquoi ? Parce que dans la presse locale, qui est d'une puissance considérable au niveau des étudiants, dans leur choix de vie, au niveau des professeurs ou des écoles à mettre en place, ben, on vous parle des chiens écrasés, on vous parle de l'accident industriel, on vous parle de la CGT qui gueule parce que y a X personnes, et c'est vraiment leur mission. Donc c'est pas le fond que je débat, mais on vous parle du licenciement dans telle boîte, et ça fait la une du Progrès ou des dernières nouvelles d'Alsace. Mais on ne vous parle pas de la PME qui a gagné un marché en Chine par sa technologie. On ne vous parle pas de la croissance de 300% de la petite société industrielle qui a découvert un brevet unique. On ne vous en parle jamais. Mais c'est la faute des industriels. C'est la faute du fait qu'à un moment donné, il n'y a pas... Parce qu'on pourrait dire, oui, mais les bonnes nouvelles n'intéressent pas et les mauvaises... Non. Il y a suffisamment de matière aujourd'hui pour, en tout cas, si on n'essaye pas, ça ne passe pas. Donc c'est pour ça que j'insiste sur cette notion d'encouragement. Oui, c'est la faute aussi des médias. Hein, parce que quand on regarde sur BFM, moi, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer le patron de BFM, j'ai dit, écoutez, parlez des trains qui arrivent à l'heure, parlez des réussites et parlez pas à chaque fois des emmerdes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut aussi changer la manière dont on présente les choses. Vous avez raison. Mais ce que je commence par le petit bout de la lorgnette, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une... J'aime bien ce mot encouragement, parce que je crois que c'est là où on suscite des vocations, c'est là où on commence à faire partir un petit peu une énergie cinétique considérable, qui est l'énergie cinétique industrielle en France. Ça, c'est la première observation que je voulais faire. La deuxième, c'est que on a une image en France de l'industrie qui est archaïque. C'est-à-dire qu'on est encore pratiquement sous Zola. C'est-à-dire, on se dit, les entreprises que j'ai visitées avec mon collaborateur Bertrand, dans toute la France, mais on mange par terre, comme on dit. Ce sont des entreprises où les gens font des produits de très haute technologie, quelles qu'elles soient. Hein. On a visité des fonderies, on a visité des endroits où on fabrique des cosmétiques. Enfin, on ne parle pas là de start-up qui font des robots. On a vraiment été très très largement dans l'exploitation, et on s'est rendu compte que cette image, et c'est une des missions d'ailleurs, une autre recommandation de ce rapport, encore une fois, très mal comprise quand on en parle avec des services administratifs ou des services de ministère. On nous dit, mais vous nous parlez de publicité, vous nous parlez d'encouragement, vous nous parlez-nous de dur, hein, parlez-nous de dur, qu'est-ce qu'on peut faire, mais ne serait-ce que changer l'image industriels. Et vous savez, un truc qui les a marqués, tous ces patrons de PME que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré une bonne petite centaine, hein, en tout, sur tout le territoire, eh bien, c'était le clip de revalorisation des métiers que le gouvernement a financé sur les chaînes publiques, le clip de revalorisation des métiers de la main, en disant l'apprentissage c'est bien, mécanicien c'est bien. Il y a un clip notamment avec un mécanicien où ça commence en disant tu vas quand même pas faire mécanicien, et ça finit que tous ses potes l'adorent parce qu'il sait réparer les voitures, les trucs, les bidules, et finalement la revalorisation de ces métiers. Eh bien cet élément-là, cet élément distinctif
pour les patrons de PME d'une action concrète du gouvernement. Ce qui était étonnant. On pourrait s'attendre à d'autres méthodes. D'où, moi j'en ai développé, et vous verrez, mon rapport est disponible, on a quelques exemplaires, mais il est disponible en ligne. On ne parle même pas de subvention, pour une fois. La subvention à l'innovation, on ne veut pas en entendre parler, en tout cas pas dans ce rapport. Pas parce que je la refuse, parce que je pense que la subvention à l'innovation, elle doit être dans la recherche, elle doit être, notamment on fait une recommandation sur le plan Deep Tech, donc qui sont des technologies d'après-demain, sur lesquelles là, l'intervention de l'État à travers les CNRS, à travers les CEA, à travers les choses comme ça, est fondamentale, parce que vous n'avez pas d'investisseurs qui vont prendre des risques sur 30 ans, ça n'existe pas. Les gens n'ont pas cette visibilité. Il y a peut-être des entreprises très rares, très très rares, et malheureusement celles que, parce qu'elles ont un peu d'abord elles ont des moyens considérables et parce qu'elles ont un peu des fous à leur tête de type les GAFA, mais la plupart des entreprises ne prennent pas des risques sur 30 ans. Très difficile à vendre à des actionnaires. Donc l'État a une mission là de dire, nous on pense que ces axes-là sont fondamentaux. Mais à part ça, la subvention à l'innovation à une société, qu'elle soit start-up ou qu'elle soit un tout petit peu au-dessus, c'est pas le sujet. L'État, par contre, peut apporter d'autres manières d'encourager les sociétés sur le plan financier. C'est par exemple de dire, si vous avez une solution industrielle à une problématique sociétale, parce que c'est ça l'innovation. L'innovation, c'est une solution industrielle à une problématique sociétale. Ce n'est pas une invention, une innovation. En clair, l'encombrement des villes, la nécessaire fluidification des villes, quelles sont les innovations? Probablement des transports intelligents, des véhicules autonomes, des systèmes de captage de l'information sur les feux rouges, etc. etc. Donc là, on développe l'innovation à partir d'une demande sociétale. On a une autre demande sociétale qui va être autour de la dépendance et le vieillissement de la population. Quelles sont les solutions qu'on peut apporter autour de ça? Eh bien, l'État peut là dire, ce sont des priorités sociétales, donc ce sont des rôles, donc ce sont des missions politiques, et là, au contraire, être partenaire de dire, si vous trouvez la solution, alors je favoriserai l'achat, peut-être avec des crédits d'impôt, ou j'en achèterai moi-même si j'estime que c'est une mission d'État de le faire. Mais on renverse la vapeur. On n'est pas dans la subvention a priori, on est dans l'exécution a posteriori. Ce qui est quand même la mission industrielle de base. Et le financement intermédiaire, ben oui, ce sont les banquiers, les investisseurs, les gens qui croient, tout comme dans d'autres temps, on finançait les usines, on finançait les canaux, on finançait des infrastructures parce qu'on pensait qu'on allait dans la bonne direction. Mais pour ne pas me perdre en chemin et pour ne pas vous perdre, le bilan que j'en ai tiré, le bilan que j'ai tiré de ce parcours de France, c'est d'abord j'ai vu partout des robots. Dans toutes les boîtes, j'ai vu des robots. La plus petite des boîtes, j'ai vu... alors, certains les appelaient pas robots, machines à commande numérique, mais de plus en plus sophistiquées. J'ai vu que se levait une nouvelle génération qui était une matière rare, qui étaient les techniciens pour ce type de système, qu'ils soient techniciens ou ingénieurs ou docteurs. Mais j'ai vu qu'on avait une nouvelle souche là de nouveaux industriels qui étaient en train d'émerger, mélangeant le soft, c'est-à-dire tout ce qui est le numérique, et la mécanique, le hard. Et ça, c'était quelque chose d'important. Et il y a un déficit actuellement très important, à mon avis, à vue de nez, avec, si je fais une projection sur le nombre de personnes que j'ai vues, 50 à 150 000 emplois. C'est dans cette fourchette-là, c'est aussi large que ça. Parce que la projection, ça dépend jusqu'où, quelle profondeur on descend, qui me rappelle ce qu'on a vécu, pour les plus anciens d'entre nous, au moment de l'émergence de l'informatique en France, dans les années 80. On voyait bien que les PME ne rentraient pas dans l'informatique par manque justement de personnes compétentes, tout simplement pour, on va aller très basique, brancher l'ordinateur et l'allumer. On en était là à l'époque. C'était l'époque du C2 anti-slash et on écrivait en DOS. Enfin, les gens ne savaient même pas de quoi on disait. Ils avaient des écrans avec des chiffres dans des couleurs bleues, vertes, sur des écrans noirs, en disant on ne sait même pas de quoi vous parlez, quoi. Et on a vu, et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça, on a vu l'accélération quand on a commencé à rentrer dans une informatique beaucoup plus conviviale, dans une informatique beaucoup plus naturelle, dans une informatique où finalement, moi, ma maman a 85 ans, elle a une tablette et j'ai pas expliqué comment on faisait pour communiquer avec ses petits-enfants. Elle se débrouille, elle a trouvé, elle le fait très bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment, alors qu'elle avait aucune
formation a priori, même si elle a fondé à l'époque avec son directeur le service informatique de l'INSA, donc c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mais il n'empêche qu'elle n'avait pas de... Non, mais elle était secrétaire du service, hein, donc elle n'était pas dans les applications et dans le codage en COBOL. Hein. Ce que je veux dire, c'est que ces interfaces naturelles sont des clés de développement, et les robots arrivent à cette étape. Les robots aujourd'hui, pour de très très nombreuses applications, sont finalement assez simples et donc peuvent être mises en place. Alors que les premières applications étaient trop sommaires, celles dont vous avez parlé en robots industriels, c'est-à-dire en gros, c'est des robots à géométrie humaine, finalement presque, je dirais aujourd'hui, plus automates que robots. Les robots d'aujourd'hui, très sophistiqués, ont des programmations très naturelles. Vous programmez un robot 6 ou 8 axes aujourd'hui, avec des équipes de techniciens qui ont juste du bon sens, avec des langages de programmation qui sont efficaces. Et donc la barrière à l'entrée psychologique, qui non pas économique, mais psychologique, elle est tombée très très bas. Donc j'ai d'abord vu ça. Ensuite, j'ai aussi constaté qu'il y avait une transformation de beaucoup de process industriels. C'est-à-dire qu'en fait, la traditionnelle méthodologie finalement qui était utiliser le numérique comme reproduction du geste humain était en train de basculer vers des innovations fondamentales dans les process industriels. J'aime bien donner toujours l'exemple de la voiture. Normalement, on peint une voiture en fin de chaîne. Pourquoi ? Parce qu'on a rempli la voiture avec les sièges, les tableaux de bord, les volants, enfin tout ce que vous voulez. Et donc, c'est quand on ferme finalement symboliquement les portes de la voiture qu'on est capable de la peindre. Aujourd'hui, avec un certain nombre de robots pensés pour ça, qui ont des précisions millimétriques, vous pouvez très bien peindre la coque au départ et remplir le long de la chaîne. C'est-à-dire qu'on a inversé le process industriel, ce qui amène plein d'avantages. Notamment, on ne peint plus avec des pinceaux à peinture, mais on peint par des bains. On fait des économies de peinture, on fait des économies de séchage. Enfin, il y a plein de choses. Donc, on est en train de transformer par ces outils robotiques le process industriel. C'est aussi important que la notion de compétitivité dont on nous rabâche les oreilles. Parce qu'on ne voit le robot que comme un outil d'optimisation et donc de compétitivité. Ça, c'est la version émergée de l'iceberg. La robotique, c'est surtout un outil de transformation dans l'industrie. Et donc, on ouvre encore une nouvelle page de croissance économique industrielle qui sont les intégrateurs. Et donc, ce qu'on appelait à l'époque des usines, les boîtes d'ingénierie, hein, ou les usines clés en main. Bon, ben, des usines clés en main robotisées, c'est un métier différent de celui d'avant, bizarrement. Pas sur la partie sécurité, circulation, flux, énergie, mais sur la partie concept et réflexion scénographique industrielle. Et ça, c'est un élément assez déterminant d'un renouveau potentiel pour la France. Et c'est pour ça que mon rapport dit et affirme que oui, la France peut devenir un champion robotique. Parce que s'il y a une chose que sait faire la France, on l'a démontré avec l'informatique, avec les grands groupes comme Capgemini, Atos et compagnie, c'est qu'on sait faire du service autour d'innovation. Et donc il n'y a aucune raison qu'on ne voit pas se constituer autour du pôle intégration. Il n'y a aucune raison qu'on ne voit pas s'organiser de très grandes entreprises, parce que la formation ingénieur, qu'elle soit polytechnicienne, comme on en parlait tout à l'heure, ou autre, elle dit bien son nom, elle est poly-technicienne. Notre formation d'ingénieur en France, à la différence de la formation allemande ou de la formation américaine, elle n'est pas verticale, mais horizontale au départ. Elle se spécialise tard dans la chaîne. Et tant mieux. C'est-à-dire qu'elle est systémique. Or, la transformation robotique, elle est systémique. Elle est d'abord systémique, elle n'est pas dans la perfection d'une machine introduite dans un système au référentiel stable. Et ça, c'est un élément qu'il faut vraiment comprendre et diffuser. Alors, le rapport rentre dans des considérations plus pratiques. Donc, il faut former plus de gens, puisque je vous dis qu'il y a une nouvelle génération d'ingénieurs à former. Bon, il faut donc, mais ça, c'est à l'échelle de 5 à 10 ans, l'impact. Parce qu'on va en arriver au problème politique. À 5 à 10 ans, on a la solution. D'ailleurs, d'une façon générale, je vous rassure, pour notre pays, je pense que quand vous regardez la trajectoire que nous sommes en train de prendre, je ne suis absolument pas inquiet, toujours pas inquiet, je l'avais déjà dit il y a 2 ans quand je suis venu vous voir, je ne suis absolument pas inquiet à 10 à 15 ans. J'ai aucune inquiétude. La question, c'est comment on arrive à 10 à 15 ans.
Et vu les perturbations qu'on a connues, notamment le phénomène gilet jaune, qui est une réaction pour moi à la transformation, hein, plus qu'autre chose, ni il faut les mépriser, ni il faut les surévaluer. C'est une réaction de la société à une véritable inflexion du monde qui est mal comprise, mal acceptée et dans certains cas mal régulée. Hein. Comme vous, j'ai entendu ce matin que le RSA a encore pris 1% cette année parce qu'on a justement donné les outils numériques à des gens pour qu'ils y aient accès. Ce qui est quand même, socialement parlant, budgétairement parlant, complexe, mais socialement parlant, la bonne nouvelle. C'est-à-dire que des gens qui ne pouvaient pas avoir au RSA pour des raisons pratiques numériques y ont accès aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on gère cette espèce de précarité, mais aussi de zone tampon, ce qu'on appelait les générations sacrifiées, que je n'appellerai jamais comme ça. Mais il faut bien qu'on gère les gens qui ou ne pourront pas, ou mettront trop de temps à s'adapter à cette inflexion du monde. C'est une réalité économique. C'est pas quelque chose qui est insultant. C'est quelque chose qui veut dire, ben oui, il y a bien des situations dans lesquelles nous devons socialement le gérer, mais qui ne remet absolument pas en compte la trajectoire globale qui est d'aller vers plus d'audace, plus d'innovation, plus de valeur ajoutée sur laquelle la France peut se positionner. Donc, la dernière, ça c'est donc la formation. Deuxième chose, on parlait d'encouragement. J'ai proposé au ministre de faire de 2020 l'année de la robotique. Pourquoi j'ai proposé ça ? En symbole de l'engagement politique de la France vis-à-vis de ces nouvelles technologies. Parce qu'on fait des Vivatech, j'y vais cet après-midi, on fait des opérations, on dit c'est formidable l'industrie, Global Industrie, j'y étais, etc. Mais là, je voudrais qu'on cible en disant, attention, la robotique comme mot-clé, comme mot-valise de dire une certaine forme de nouvelles industries, et arrêter d'utiliser les vocables de la start-up type industrie 4.0, parce que ça, c'est des vocables de software. Le 2.0, 3.0. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une machine 4.0. C'est une nouvelle machine. Parce qu'on ne rajoute pas des pièces en disant, bah tiens, je vais commencer par faire le moteur, puis après, je vais changer. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est le software. Donc moi, je sais que c'est un peu provocateur ce que je dis, mais moi, l'industrie 4.0, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Moi, je parle de néo-industrie ou de révolution. Comme il y a eu la révolution industrielle, il y a la révolution qui arrive. Moi, on dit clairement que c'est une rupture. Donc par rapport à la question qu'il y avait tout à l'heure, où est-ce que ça a divergé ? Je crois qu'on a eu une dérive et qu'il faut qu'on fasse diverger. C'est pas pareil. Il faut qu'on fasse la rupture psychologique dans la tête des gens en disant, bah ouais, c'est une des priorités ça dépend des entreprises, 2, 3, 5 ans qui viennent, mais en tout cas dans ces échelles-là, que de faire une rupture psychologique sur nos process industriels. D'où l'idée de faire cette année symbolique. Voilà, ça c'est pour le rapport, et puis après je répondrai à vos questions. Il y a plein d'autres choses dans le rapport, mais je vais vous donner quand même les points clés. On a fait une 50aine de propositions en tout, hein, qui vont de choses très très pratiques jusqu'à des choses un peu plus conceptuelles, comme ce que je viens de vous expliquer. Puis j'ai quand même envie de vous parler d'Europe. On est à 10 jours d'une échéance qui intéresse personne, mais qui intéresse personne. On estime aujourd'hui qu'on va battre le record d'abstention quand même, hein, qui est déjà très bas. Hein. Donc moi j'ai été ambassadeur de la campagne européenne, j'ai visité 7 pays d'Europe, parmi eux il y a l'Estonie, la Lituanie, la Slovaquie, la Hongrie, donc j'ai été aux frontières est de l'Europe on va dire, pas fait la Pologne. Qu'est-ce que je me suis rendu compte ? Je parle sur le plan industriel, hein, je ne vais pas vous parler de façon globale. Je me suis rendu compte que d'abord, on n'est pas du tout tous à la même vitesse. C'est-à-dire qu'il y a une... Vous parlez aux Slovaques, ils vous disent, nous, on a décidé que notre cœur de cible, c'est l'industrie automobile. Ils ont plus de 10% des gens, 10% de la masse industrielle qui travaille que pour l'industrie automobile. Pour ce pays, c'est un risque. Dans un monde où on est en train de nous expliquer qu'on converge vers des technologies où on veut changer, justement, l'automobile dans son usage, c'est une vraie question. En tout cas, c'est une vraie question que je me poserais si j'étais à ce pays, mais en tout cas, c'est leur stratégie. Vous montez sur l'Estonie ou la Lettonie, ils vous expliquent qu'eux, ils sont plutôt sur le service et sur le numérique, et que l'industrie, c'est un sujet annexe, et qu'ils la déportent sur la Pologne ou sur l'Ukraine, où là, au contraire, vous avez des sites.
sachant que le plus gros site industriel d'Ukraine, il est dans le Donbass, je vous rappelle que c'est la zone de guerre avec la Russie. Donc eux, ils se posent d'autres questions sur leur industrie. Ils disent, notre industrie, elle est vulnérable à un truc que nous, on n'a pas entendu depuis 70 ans, qui s'appelle la guerre. Concrètement, moi j'ai été dans le Donbass, je me suis baladé dans le Donbass avec les gilets pare-balles, je peux vous dire, on ne plaisante pas, on vous met un gilet pare-balles. Là vous dites, tiens, c'est quand même bizarre, j'ai jamais porté de gilet pare-balles de ma vie, quoi. Et vous voyagez en véhicule blindé. Tiens, c'est marrant, j'ai jamais voyagé. D'ailleurs, je vous rassure, c'est pas du tout confortable. Mais ça veut dire que cette Europe, sur le plan industriel, elle est excessivement fragmentée. Et puis vous avez l'enjeu de l'Allemagne. L'Allemagne qui, en photographie instantanée aujourd'hui, dit non, mais nous, on n'a pas fait les bêtises que vous autres avez fait, on a gardé, entre guillemets, notre industrie, on l'a modernisée, regardez, on est les kings. Mais à l'heure dont nous parlons, je vous rappelle, l'Allemagne a fait un faux pas majeur. Ils ont vendu KUKA, en l'occurrence, c'est-à-dire le numéro 1 mondial de la robotique industrielle. Ils l'ont vendu il y a moins d'un an à un consortium chinois. Ce consortium chinois, pourquoi l'a-t-il acheté? Parce que c'est dans le rapport aussi. Parce qu'actuellement, la demande en robots industriels est 30 à 40% supérieure à la capacité de production de robots industriels dans le monde aujourd'hui. Et première demande chinoise. Donc les Chinois, en achetant le leader KUKA, qu'est-ce qu'ils font? Ils se garantissent leur marché et ils affaiblissent forcément, ou en tout cas ils décalent des demandes annexes. Et si vous êtes français ou belge et que vous demandez un robot industriel, on va vous expliquer, là c'est 18 mois, 18 mois de commande, alors que si vous êtes chinois, c'est 6 mois. Donc vous allez prendre un an dans la vue, juste sur le plan concret. Donc, erreur majeure, 2 raisons. D'abord, l'Allemagne, justement, n'a pas, contrairement à ce qu'on pense, de politique industrielle. Elle est complètement émiettée par lender, voire dans les lenders par décision isolée des différents groupes industriels. Donc au contraire, il y a une vraie dérégulation industrielle en Allemagne. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une armée industrielle qui est en route, c'est un ensemble de personnes qui décident d'une façon relativement isolée. La vente de KUKA s'est faite sans intervention du gouvernement. À l'inverse de ce que nous avons décidé, nous, qui est de dire, il y a des actifs stratégiques, c'est la loi Pacte, sur lequel on doit passer par la case stratégie gouvernementale avant de céder. Imaginez que demain, on ait à vendre nos actifs dans l'aérospatial. On considérerait que ça se discute. On a exclu de la vente, notamment d'un certain nombre d'écoles, des groupes étrangers, pour dire la formation, on est désolé, mais la formation européenne, on va vendre Polytechnique, tiens. Non, pas un groupe chinois, et probablement pas un groupe indien demain. Non mais si, je vous rassure, il n'y a pas d'intention de vente Polytechnique, je prenais l'exemple. Mais ça veut dire que la logique, si vous voulez, que veut mettre en place le gouvernement sur ce plan-là, c'est une flexi-sécurité, puisque c'est le mot à la mode, mais stratégique. Quels sont les éléments? D'où la mission du gouvernement, je reviens sur ma notion d'encouragement, qui n'est ni de la subventionnite, ni du coercitif pour orienter les investissements et les choix, mais qui est donner des directions sociétales qui permettent aux entrepreneurs et aux industriels de définir leur politique. Voilà comment on approche le problème. Alors, l'équation européenne, par rapport à sa diversité et les différentes stratégies des différents pays, elle n'a qu'une seule composante, pour moi, et c'est aussi dans le rapport. C'est quels sont les enjeux sociétaux qu'on ne peut traiter qu'à l'échelle européenne. J'en vois 3, en tout cas, il y en a d'autres. Moi, j'en vois 3. 1, le vrai problème de l'énergie, au sens large, parce que le problème de l'énergie a des conséquences sur le climate change. Donc ça, c'est une vraie question. Les nouvelles énergies. La recherche sur les nouvelles énergies ne peut être menée qu'au niveau européen. Parce que les investissements pour, ouvrez les guillemets, l'optimisation de l'énergie durable, la fusion froide, la géothermie, sont dans des échelles qui ne sont plus des échelles d'État. Le spatial, parce que je pense que la prochaine frontière de l'être humain sur le plan humanité avec un grand H,
c'est quand même le spatial, sous toutes ses formes. Ça ne peut être mené qu'à l'échelle européenne. Et puis le troisième, c'est d'une façon générique, je vais appeler ça le transport et la mobilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus penser de schéma mobilité sans passer de schéma européen, que ce soit le Lyon-Turin, que ce soit l'avion électrique, ou que ça soit la réflexion sur les transports, les trains de camions, comme on les appelle, c'est-à-dire les transports autoroutiers. Cette réflexion ne peut plus être à une échelle simplement de territoire. Et vous le voyez quand vous visitez l'Europe, c'est quand même quelque chose qu'on ne dit pas assez, quand vous prenez une voiture à Riga et que vous descendez jusqu'à Prague et vous passez les frontières comme vous passez chez nous les départements, c'est une révolution pour tous ces pays. C'est une révolution. Ces pays étaient des pays fermés, avec des barrières douanières, avec des gars qui vous arrêtaient, avec des passeports à montrer, avec des autorisations ou pas de passer. Et aujourd'hui, cette fluidité européenne, c'est une dynamique incroyable. Puis je voudrais juste finir, avant vos questions, sur la bataille que nous menons par rapport aux autres géants industriels dont vous avez parlé. Et dire un truc qui va vous surprendre. Ils sont tout aussi désorganisés que nous. La Chine de Shenzhen et de Shanghai n'a rien à voir avec la Chine intérieure en industrie. Alors on nous montre, on revient aux médias, vous avez raison, on nous montre les robots formidables des usines d'après-demain que j'ai visitées d'ailleurs, qui sont effectivement formidables et qui sont effectivement d'après-demain. Et on ne vous montre pas à 200, 300, 500, 1000 km, voire parfois 2000 km de là, des méthodes de travail qui nous feraient rougir de honte si on osait même en parler sur le plan industriel chez nous. Parce que, pareil, il y a une vitesse de croissance là-dedans. Et je vous dirais la même chose entre la Silicon Valley ou le Massachusetts et certains territoires du centre des États-Unis sur lesquels le gaz de schiste est encore utilisé et encore exploité quasiment à la dynamite avec des méthodes du Far West. Donc je pense que là aussi, il y a un phénomène un peu de tigre de papier et qu'il faut que l'Europe se réveille en assumant sa capacité d'innovation, ses racines, son histoire, et surtout pas se résigner à l'industrie. Donc la conclusion, c'est quoi ? Quand je vous dis la France peut s'affirmer comme une puissance robotique, si je l'étends à l'Europe, l'Europe peut s'affirmer de plus en plus comme une puissance industrielle, en acceptant que sur les grands enjeux, on est ensemble, et sur le reste, business is business. Et que les États doivent avoir une souveraineté logique. Moi, je ne crois plus du tout, j'y croyais. Au départ, je m'étais dit, on pourrait faire une espèce d'Europe où l'industrie lourde, on la confie aux pays qui en ont gardé, pays de l'Est, en gros, pour faire court. L'industrie d'innovation, la Californie de l'Europe, c'est la France. Et puis, ça va bien s'entendre. J'y crois plus. Aujourd'hui, je pense qu'il faut au contraire que les États s'organisent, quels que soient les territoires, avec les valeurs d'hommes et de femmes qu'ils ont pour révéler. Et puis sur certains grands thèmes, par contre, il est fondamental que l'Europe prenne conscience que ça ne marchera pas si on ne se marie pas. La caricature, c'est Alstom Siemens, c'est la caricature de ce qu'il ne fallait pas faire, par exemple. C'est l'inverse. Il fallait encourager ce genre de choses et même dire, on veut même que vous en preniez en plus. Et vous prenez un Italien, vous prenez un Espagnol, et vous prenez un Polonais, et puis vous nous faites un gros machin, parce que ça, la mobilité en Europe, c'est essentiel. Parce que du coup, la Chine s'organise, là sur le plan très business, et on dit, ah mais non, mais regardez, ils ne sont pas bons en TGV. Comme on disait des Japonais dans les années 70, ils ne sont pas bons en bagnole. Rappelez-vous. Parce que là où, et ça sera mon mot final, pour être optimiste, faisons une photographie de l'industrie automobile en 1970. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion ? Vous dites, les Américains, avec les grandes villes américaines de l'automobile, sky is the limit. Vous dites, en France, pas mal, on avait quand même bonne boîte, bonne petite boîte. Vous dites, en Angleterre, il y avait quand même de la performance, un peu pointue sur les moteurs, c'est cool, c'est bien. Vous regardez quand même les Trabants, parce qu'en volume, il y avait du Trabant, et vous dites, c'est pas mal, sur la zone de l'Est. Mais les Japonais, rappelez-vous, pour les plus anciens d'entre nous dans cette salle, c'est-à-dire les hommes, aucune dame, rappelez-vous qu'on disait, tu as quand même pas acheté une japonaise, non ? On disait ça. On disait, tu as quand même pas acheté une bagnole japonaise. Il n'y a pas de réseau de maintenance, ça casse tout le temps,
c'est pas fiable, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en plus, c'est une île, et puis ils roulent à gauche, enfin, ils auraient tous les défauts du monde. Eh bien, résultat aujourd'hui, vous allez me dire, à une échelle de 50 ans, on peut toujours réécrire l'histoire, mais c'est la réalité d'une révolution industrielle, 50 ans. C'est, au résultat aujourd'hui, la cartographie a changé, et les pays qui ont été volontaristes politiquement sur certains segments industriels, mais en encouragement, parce que comment ça marche dans ces pays-là ? Le président coréen, là, il y a 2 mois, 3 mois, a fait une intervention. Le président, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'Emmanuel Macron qui prendrait le micro, a dit nous voulons que la Corée monte sur le podium des pays experts en robotique d'ici 2050. Corée, c'est la France en termes de taille. Nous voulons. Et je demande à l'ensemble des industriels du pays de s'organiser pour ça. Conséquence, l'après-midi, Hyundai, constructeur automobile, annonce qu'il se lance dans la robotique. 3 jours après, Samsung dit nous, on va s'y mettre aussi. Et puis des PME se mettent en route. Et puis cet encouragement, cette espèce d'objectif devient l'objectif d'un pays. Aujourd'hui, ce n'est pas normal que PSA n'ait pas un département robotique. Je ne parle pas d'un département robotique pour faire des voitures. Je parle d'un département robotique. Tout comme dans d'autres siècles, que là, pour le coup, je n'ai pas connu, ils faisaient des moulins à café. Parce que leur expertise d'ingénieur, c'était l'engrenage, et qu'avec un engrenage bien foutu, conique, vous sachez bien, vous moulez le café. Enfin, on dit moule. Oui, mais vous moulez le café, Je moule, vous moulez. J'ai toujours eu un problème au certificat d'études avec celui-là. Le verbe moudre, c'est le verbe qui piège. Et donc, ça veut dire que c'est un discours optimiste. Ce n'est pas du tout un discours décourageant. C'est de dire, les cartes sont en train d'être distribuées. Et je vous partagerai, j'arrête pas de dire une dernière remarque, mais parce que ça me tient vraiment au cœur. Les enjeux, notamment du climate change et de l'écologie, ce sont des enjeux technologiques. L'écologie, ce n'est pas un cas de conscience, c'est un cas de confiance dans le fait qu'on va trouver une solution. À force de se donner mauvaise conscience, et le glyphosate ceci, et la particule fine cela, et le diesel machin, mais aujourd'hui les moteurs diesel, vous le savez pour ceux qui ont regardé le problème, diffusent moins de particules fines que les moteurs essence. Aujourd'hui. Par contre, on vit sur un parc de diesel qui, lui, est malheureusement sur le déclin, qui est particulièrement polluant. Il y aurait probablement, vous avez raison de froncer les sourcils, il y aurait probablement de la nuance à dire là-dessus. Mais de dire, en tout cas ici, qu'on n'a pas confiance dans la capacité industrielle à résoudre les problèmes, ça serait fort de café, même si j'ai parlé tout à l'heure des moulins. C'est-à-dire que pour moi, on est sur une tendance, je vous dis tout à l'heure, l'innovation, c'est une réponse à un problème sociétal. Les problèmes sociétaux, les 3 que je vous ai identifiés, sont des problèmes très très complexes sur lesquels il y a besoin de beaucoup d'énergie humaine. Mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'on va le trouver. Le développement des phytosanitaires et de la mécanisation agricole a été la solution à la famine qui était envisagée par Malthus au XIXe siècle. Et évidemment que le balancier a probablement été poussé trop loin dans certains cas et qu'il faut le réguler, mais de là à dire on arrête tout demain matin 8 heures et on espère que les gens spontanément vont accepter de régresser dans leurs usages de consommation au nom de c'est bio mais c'est quand même 20% plus cher, et je ne sais pas ce que j'ai dans les étagères tous les jours, c'est juste illusoire sur le plan politique. Donc il faut arriver à gérer, et pour ça, il faut faire confiance dans la science et dans l'industrie. En tout cas, moi, c'est ma position personnelle et celle que je défends dans les autorités, dans les délégations, autorités, pas grand-chose en autorité, dans les délégations qui m'ont été confiées. Voilà en gros ce que je voulais vous dire ce matin, et essayer de vous faire une bulle de réflexion par rapport à ça qui se différencie finalement
d'une vision d'impatience. Les enjeux que nous avons à mener ne sont pas cohérents avec l'impatience et l'urgence qu'on nous rabâche à longueur de journée. Et c'est frustrant, mais c'est comme ça. C'est frustrant, mais c'est comme ça. Et qu'il faut mettre en route, je répète, cette énergie cinétique humaine, parce qu'une fois que la roue va partir, ça sera comme dans la révolution industrielle, ça va durer 200 ou 300 ans, et c'est sûr que, notamment ce que moi j'appelle la révolution, c'est-à-dire la bonne dynamique du numérique dans l'industrie, c'est quelque chose qui va durer très longtemps. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions. Alors, merci pour ces propos optimistes, très optimistes. Moi, je suis quand même un peu inquiet. Je vous donne juste une réaction. Je partage totalement votre constat et également ce qu'il faudrait faire. Mais bon, les autres pays européens n'ont pas de politique industrielle, vous l'avez dit. Ils ne sont pas habitués à ça. C'est des États qui sont décentralisés, ça se passe, voilà, ça fonctionne comme ça. Nous, on est, je pense, par notre histoire, par notre culture, on est plus dans des pays où on devrait avoir une politique industrielle. Or, on a démissionné, il n'y a plus de ministère de l'Industrie, quasiment. On donne tout aux régions, on imagine une sorte de démission, on donne tout aux régions. Même les directs, comme vous le savez, vont être supprimés. Les chambres de commerce, c'est quasiment pareil, avec les problèmes de formation qu'il y a derrière, parce que demain, les grandes écoles de commerce, management, pas le cas des écoles d'ingénieurs, mais pourront être rachetées parce que personne s'y opposera, au contraire, c'est eux qui financeront. Donc je suis quand même un peu inquiet, je ne pense pas qu'il y aura de volonté d'avoir une politique industrielle au niveau européen, pour des raisons, parce que justement, ce n'est pas leur culture. Et je ne vois pas en France l'impulsion, encore une fois, on n'a pas eu de politique industrielle. Il faudrait des grands chantiers, des grands défis, des grands programmes dans l'espace. On n'en a pas eu depuis presque De Gaulle, un peu Giscard, et depuis, rien n'a été lancé. Vous parlez effectivement, 2020, année de la robotique. Est-ce que ça va le faire véritablement? Est-ce que la proposition a été acceptée? Par quoi ça va se traduire? Je prends le dernier, enfin un peu de pub pour les nouvelles. Il y a deux choses. C'est les 10 chantiers industriels de l'Europe. Dans les 10 chantiers, il n'y a pas le chantier de la robotique. Voilà. Et alors, bon, pourquoi? Et alors en revanche, il y a également un article très intéressant, c'est l'industrie se réorganise à l'Est. C'est-à-dire qu'on constate, ce que vous avez dit, c'est qu'à l'Est, dans tous les pays européens de l'Est, comme l'Allemagne, le pourcentage de la population active dans le domaine de l'industrie, c'est 20%. Là, on est à 12%. Donc, je comprends qu'on s'est planté sur la robotique première génération, et vraiment, on a même démissionné, et on est encore l'un des pays où il y a le moins d'industrie et l'un des pays qui est le moins robotisé, les deux allant ensemble, quel va être justement le déclic? Parce que ça ne va pas se faire tout seul. Est-ce que notre président va dire, voilà, on lance trois grands chantiers industriels, la robotique, le spatial, et on met les moyens sans attendre que l'Europe le fasse? Parce que l'Europe, à mon avis, je suis un Européen convaincu, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait cette mentalité de le faire. Donc, je crois c'est ça ma réflexion, je pense que culturellement, ça n'a marché en France que lorsqu'il y avait justement une ambition politique au plus haut niveau. Un peu comme en Corée, un peu comme en Chine, etc. On est un pays comme ça. Et je ne vois pas aujourd'hui d'endroit même où on ait cette réflexion au niveau français. Première question, mais voilà, juste pour lancer le débat. Après, Alors, c'est pas un discours totalement divergent avec le mien, et j'ai pas un discours d'utopiste naïf. Je vous dis, je vous partageais avec vous une réflexion où je me suis rendu compte qu'on avait eu traditionnellement une politique depuis De Gaulle, vous l'avez rappelé,
parce que je pense que c'est la même lignée, hein, une politique, comme disaient les Anglais, top-down, c'est-à-dire qui part d'en haut avec une vision. Donc ça a été jusqu'à Rocard, hein, 5e plan, le 6e plan, des grands axes, etc. Qui allait avec, vous avez raison de le rappeler aussi, les écoles. On n'a pas parlé du tout des écoles, mais bon, elles vivent elles aussi une vraie révolution. Parce que vous ne pouvez plus penser qu'on va former des médecins ou des ingénieurs de la même manière qu'on les formait il y a 10, 15, 20 ans avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et des outils. J'ai fait une conférence devant des avocats l'autre jour. Je me suis mis, c'était un défi, ils étaient une vingtaine. J'avais à côté de moi un petit geek qui va très très vite avec un clavier. J'ai posé 3 questions, il a répondu aux questions plus vite qu'eux. Parce que, tout simplement, la base de données, l'ex-base qu'il utilisait, qui est la même qu'eux, hein, est indexée et que le gars allait plus vite. Il allait plus vite, parce que c'était des questions un peu techniques. Il fallait qu'il se rappelle d'un truc. Et à un moment donné, le diagnostic médical, c'est la même chose. À l'horizon de 20 ans, une grande majorité des diagnostics médicaux, des diagnostics, hein, sera faite probablement par des systèmes experts. Et ça ne remet pas en question la notion de sensibilité du médecin, son bon sens, son jugement. Mais ça veut dire que la formation n'est plus la même. Il va falloir réfléchir à tout ça. Donc, mais je reviens à mon sujet, donc le top-down. Et je me suis quand même rendu compte que dans les pays que j'ai traversés en province reculée, comme je les appelle, hein, Redon, Vire, Libourne, je me suis rendu compte, Gap, que ça partait du bas. J'ai trouvé au milieu de nulle part dans le Cantal, mais quand je vous dis au milieu de nulle part, c'est au milieu de nulle part, le numéro 1 mondial du robot pour les trucs de pétri, les boîtes de pétri, analyse biologique des boîtes de pétri. Et je vous assure, vous allez là-bas, vous vous demandez où vous êtes. Vous arrivez, vous faites 10 bornes dans la campagne, puis vous trouvez un bâtiment qui est là, et des ingénieurs, ils sont 50 et ils développent ça. Vous dites, c'est pas possible, vous n'existez pas. Et bien oui, nos filiales sont à Francfort, à Pékin et à Tokyo. Ah bah oui, excusez-nous, hein, on repassera. Hein, Et donc ça veut dire que je me suis rendu compte que ça partait du bas. Alors vous allez me dire, un exemple, hein, il ne doit pas être généralisé, vous auriez raison. Mais je pense que c'est quand même une véritable manière de penser autrement qui m'a aussi rappelé, parce que je suis un féru d'histoire industrielle, qui m'a aussi rappelé que les tout débuts, on parle de 1830, 1850, l'État n'avait pas plus, bizarrement, cette volonté mise à part sur les infrastructures. Alors, la logique de 1830, c'est les chemins de fer, les infrastructures. Mais il n'y a aucun État au monde qui a imposé l'idée qu'on allait faire une automobile. Aucun. Pourtant, il y avait un vrai problème ça a été le problème essentiel des villes du début du siècle, c'était le crottin de cheval. Et il y a des études, et moi j'adore cet exemple, il y a une conférence internationale en 1895 à New York qui se conclut par, il y aura 3 mètres de crottin de cheval dans toutes les rues de New York à l'horizon 1930. Quand même un truc incroyable. C'était un problème de santé sociale. Hein. C'était un problème de santé. Parce que le crottin de cheval, c'est anecdotiquement marrant, mais ça amène les mouches, ça amenait le choléra. Donc il fallait vraiment trouver une solution, parce qu'on ne pouvait pas construire de mégalopoles sans avoir trouvé la solution de circulation dans les mégalopoles. C'était un vrai problème. Durée de vie moyenne d'un cheval au début du siècle dans une île comme New York, moins de 3 mois. Hein. C'est quand même important. Entre être crevé et exténué et ne plus pouvoir les nourrir pour des raisons de distance. Donc, ils mouraient de faim. Non, mais c'était un vrai sujet, des sujets qu'on a oubliés. Mais ce n'est pas un pays qui a dit il faut faire une industrie automobile. Ce sont des gens qui ont dit on va. Mais par contre, il y avait un vrai problème de comment on résout cette équation sociétale. Ben là, c'est pour moi la mission. Et moi, je suis plus optimiste que vous. Je pense que, et c'est pour ça qu'on mène ce combat pour l'Europe, pour ça qu'on appelle ça renaissance, hein. En dehors du programme que vous pourrez lire partout, qui est plein de bonnes intentions, et puis des choses qui sont réalistes, des choses qui le sont pas, c'est toute l'essence d'un programme, de donner des impulsions. L'essentiel, c'est de dire, redéfinir ces missions stratégiques de l'Europe dans des grandes directions.
Moi, c'est là où je suis plus optimiste que vous. Oui, je suis d'accord avec vous. Soit dit en passant, donc en 1800, 1801, bon, la société d'encouragement existait déjà. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on lançait des fonds, des concours, non pas sur l'innovation de recherche théorique, mais recherche appliquée. Il y a un besoin, répondez à ce besoin. Et je trouve que dans votre logique, l'État devrait faire ça. Absolument. Sur des vraiment des besoins, pas simplement le crédit impôt recherche est parfait pour l'innovation en entreprise, mais voilà, il y a des besoins précis. Bon. La deuxième chose, c'est que j'en parlais avec Le Gall, le patron du CNES, Trump, il a dit on va aller sur la Lune. On va faire un truc qu'on n'a jamais fait, c'est une femme n'a jamais été sur la Lune. Ça fait rêver. C'est pas forcément une innovation géniale, mais ça donne peut-être envie à des tas de gamins de rêver et de rentrer dans l'industrie. Bon, les Chinois ont dit on va aller sur la Lune. On va aller sur la Lune de l'autre côté. Ça n'a jamais été fait. Quels sont... Là non plus, il n'y a pas d'innovation géniale, mais ça fait rêver. Quels sont les défis aujourd'hui qui sont donnés par notre président et en plus au niveau européen. Et justement pour donner envie aux jeunes d'aller dans l'industrie. Parce que c'est important. Et leur dire que l'industrie c'est super. Et c'est plus proche de l'art que beaucoup d'autres métiers, beaucoup plus créatifs, beaucoup plus épanouissants que de beaucoup d'autres métiers dans le domaine des services. Alors, on est sur la même longueur d'onde. Quand vous parlez d'un Trump ou des Chinois, vous parlez de masses d'investissements potentiels qui sont des masses à l'échelle du continent Europe. Vous n'en parlez pas. Nous, en France, on ne peut pas dire on va mettre un homme sur la Lune. Si on met un homme sur la Lune, on arrête la Sécu. Hein. C'est un choix. Mais non, mais c'est juste... Et encore, je pense que ça ne suffirait pas. Il faudrait aussi arrêter, à mon avis, les salaires des fonctionnaires dans la foulée. Et non, mais je veux dire, c'est pas réaliste. Par contre, désolé pour M. Trump, mais quel manque d'imagination. Quand on a la dynamique qu'on a et que tout ce qu'on trouve à dire, c'est qu'on va aller mettre une femme dans la Lune, alors que ça fait depuis 1969 qu'on a mis des êtres humains sur la Lune, c'est pas un défi. Le vrai défi serait de dire on va aller mettre une femme sur Mars. Non mais je veux dire, faut pousser la barre. Faut pousser la barre parce que aller mettre quelque chose sur la Lune aujourd'hui, je vais pas vous dire c'est banal, parce que ça l'est pas, mais bon, on sait à peu près faire. Non, mais je voulais dire faire poser un objet sur la Lune dans lequel il y a un être humain ou pas, mais aller mettre un objet sur notre satellite direct est quelque chose qu'on a déjà fait plusieurs dizaines de fois. Il y a plein de pays qui l'ont fait, donc ce n'est pas un défi industriel. À l'inverse, aller sur Mars, c'est totalement un autre sujet. Donc il pourrait dire, moi, je suis meilleur que Kennedy, je vais mettre... Alors l'idée, pour moi, ça serait de mettre Trump sur la Lune et s'arranger pour qu'il y reste. Mais ça serait un autre sujet. Hein, ça, c'est un sujet politique. Mais on ne sait pas faire non plus. Mais ça, on ne sait pas le faire. Ouais, allez, on va passer la parole à la salle. Non, mais juste je finis juste la question, ça c'était une boutade. C'est bien pour ça qu'on a besoin de l'Europe. On a besoin, et il faut que la France soit moteur, peut-être dans une direction. Une chose, vous voyez, calmons nos ambitions. Le plan de dire on veut une Europe plus verte, machin, etc., qui se traduit par une banque, machin, etc., très très bien. Mais l'idée c'est quelle priorité on donne, par exemple, sur l'écologie et le climat au niveau européen, et qu'on pousse cette idée, et que tous les députés européens français, avec leurs alliés, poussent cette idée dans un esprit d'encouragement pour aller au bout. C'est la seule tactique politique que je vois pour arriver à avoir du résultat. Et je ne dis pas qu'on va y arriver, par contre. Hein. Je voudrais faire trois commentaires. Pour la Lune, il n'y a que 3 pays, 4 maintenant, qui y ont été. Et tout dernièrement, Israël a été le premier à y envoyer quelque chose par une société privée. Son machin s'est écrasé, mais il a quand même gagné $1 million de Google. Deuxième commentaire, vous avez parlé du crottin. Aujourd'hui, il y a un problème important à Paris, c'est celui des trottinettes. Est-ce que... Non, mais il y a vraiment un problème
de robotique pour voir comment faire coexister les voitures bientôt sans conducteur, les trottinettes et les pauvres piétons qui n'en peuvent pas. Mon troisième commentaire plus sérieux, c'est que je me demande si le fait que la France ne s'intéresse pas vraiment aux robots n'est pas dû au fait qu'on ne croit pas à la destruction créatrice. On est contre Schumpeter en France, on craint comme au temps des canuts dont le mot sabotage d'ailleurs est à l'origine, l'intelligence artificielle, les robots vont détruire plus d'emplois qu'ils ne vont en créer. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors, l'objet qui arrive sur la Lune par une société privée, vous avez tout dit. Vous avez tout dit, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est à l'échelle d'une société privée d'aller sur la Lune. C'est même plus une question de pays, là. C'est à l'échelle d'une société privée. Et donc, le défi spatial, rappelez-vous, c'est la même chose que la conquête des Amériques ou la conquête du globe, cette fois-ci au XVIIe siècle. Ou au XVe siècle. Enfin, ça a commencé au XVe, ça s'est étalé sur le XVIe, mais ça veut dire que vous avez des armateurs qui mettaient des bateaux, il y en a qui coulaient, il y en a qui arrivaient au bout, il y en a qui revenaient, mais on était bien dans une dynamique qui n'était pas du tout une dynamique d'État, mis à part la conquête territoriale, colonisation, etc. Mais on est bien à un moment où ce sont les sociétés privées qui vont prendre le relais d'un certain nombre de défis technologiques. Ça serait trop long de s'étaler, mais c'est un phénomène que l'État doit vraiment intégrer dans des politiques. D'où, encore une fois, l'encouragement. On revient à l'idée de quelle direction on donne à ces gens-là pour leur dire « allez-y », parce que quelque part, on va vous soutenir. Peut-être que ça sera demain par des... j'ai fait voter un amendement avec mes collègues, pas tout seul, mais sur le suramortissement en investissement robotique pour les PME. Pour dire « allez-y, on va vous aider ». Ça, c'est le boulot de l'État. Sur les trottinettes, c'est super important ce que vous dites. Le problème, c'est qu'on met un système de déplacement mobilité efficace, la trottinette c'est efficace, sans changer le référentiel. C'est-à-dire, on ne dit pas aux trottinettes, vous devez rouler sur les voies cyclables, on leur dit vous roulez où vous voulez. Voire pire, la trottinette n'a toujours pas d'existence légale électrique. Elle n'est pas définie comme un objet. Un vélo, c'est défini. Une voiture, évidemment, c'est défini. Mais la trottinette électrique n'a pas d'existence légale alors je vous parle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de numéro de plaque d'immatriculation, elle n'est pas identifiable, on ne sait pas. Et la seule manière de l'identifier aujourd'hui, c'est assez vicieux, c'est elle est repérée avec le smartphone. Donc c'est un peu vicieux. Donc qui on va verbaliser ? La personne qui s'est servie d'une trottinette et qui l'a laissée sur le trottoir, alors que c'est la promesse qu'on dit, on dit prenez là où vous voulez, laissez là où vous voulez. Est-ce qu'on va verbaliser ? Donc effectivement, vous avez raison, la solution de la trottinette, c'est la question de changement de référentiel. Comment est-ce qu'on circule dans la ville ? Alors, moi, je veux présenter un dessin classiquement au moment des véhicules autonomes. Vous dites, une ville, bientôt, ça va être une route avec une voie pour les voitures juste pilotées par des êtres humains, une voie pour les véhicules autonomes, une voie pour les vélos, une voie pour les trottinettes, une voie pour les piétons. Donc on va avoir des rues qui vont faire 100 mètres de large. Et donc, ça veut dire que ça ne marche pas. Donc là, il y a une réflexion à avoir, il y a une vraie réflexion à avoir sur vous ne pouvez pas faire des propositions aussi innovantes et efficaces sans réfléchir, encore une fois, systémique. Il y a du boulot. Mais c'est une vraie question. Hein. Derrière cette question, ça enchaîne plein de choses. Est-ce qu'on laisse justement la libre entreprise de mecs qui arrivent en disant comme il n'y a pas de loi, on fait ce qu'on veut. Enfin, tout à l'heure, je suis venu à pied de l'Assemblée nationale jusqu'ici. Je vous assure, s'il n'y avait pas 250 trottinettes sur ma route, il n'y en avait pas une, quoi. D'ailleurs, je vais les compter en revenant. Sur votre... Je n'étais pas en trottinette. Je ne vais pas en trottinette. D'abord, je ne sais pas faire, et puis ça me gonfle. Moi, je suis... Non, pas moi. Par contre, je suis bien le fondateur d'une boîte de véhicules autonomes. J'assume. Du coup, j'ai perdu votre troisième remarque. Oui. Non, pas d'accord avec vous. Schumpeter, il a rationalisé a posteriori la discussion. Je pense qu'au contraire, la France est une terre d'inventeurs. Simplement, elle met, et ça c'est historique, elle met très longtemps à adopter, mais elle rattrape très vite. Vous l'avez dans toutes les technologies françaises. On a été très en retard par rapport à l'Europe, et même par rapport au monde, sur l'introduction des micro-ordinateurs, très en retard, alors qu'on était en avance avec le Minitel.
Mais on n'a pas chopé l'Internet, bizarrement. On a été très en retard sur le téléphone portable par rapport à nos autres pays, et on a tout rattrapé très vite. Donc moi, je dirais qu'on a un retard à l'allumage qui vient d'un espèce de scepticisme, et d'habitude, peut-être c'est une caractéristique française, mais on rattrape très vite. Et je pense qu'on est poussé aussi par la prise de conscience. C'est pour ça que je vous dis que je suis optimiste à 15 ans. Je pense qu'il y a une vraie révolution, il y a une vraie révolution de l'industrie française qui est à nos portes là, et des sociétés comme la vôtre sont essentielles. C'est pour ça que je viens d'ailleurs. D'abord pour le plaisir de vous voir, mais en plus pour pousser. Et je pense qu'il faut tenir un discours qui soit volontariste. Je répète encore une fois, la robotique en France, c'est un discours politique, ce n'est pas un discours technologique. Ce n'est pas ça le sujet, quoi. Christophe Dubois-Damien, entre autres activités, je suis président du comité économique d'ingénieurs et scientifiques de France. Le sujet que j'ai proposé et sur lequel nous travaillons, l'industrie française, notion nouvelle. Vous commencez votre exposé tout à fait intéressant par le mot encouragement. Le mot est choisi à dessein dans ces murs, société d'encouragement. Et puis, tout votre développement à ce sujet est très intéressant. Mais par rapport au relais de ces encouragements, le rôle des think tanks, nous en avons autour de cette salle plusieurs représentants et ailleurs. Le président Macron a été élu sur une notion de disruption, voire de dégagisme. On a parlé de la société civile. On est un peu sur notre fin. Est-ce que le gouvernement actuel, et puis les sphères de compétences, les élus de l'Assemblée nationale ou du Sénat, pourraient avoir un rôle d'encourager plus ces relations entre les chercheurs, les think tanks et le pouvoir exécutif et législatif? Vous voulez que j'ai des ennuis, vous? Vous voulez que j'ai des ennuis, vous? Au contraire. Excusez-moi, au contraire, les gilets jaunes, c'est la face visible de l'iceberg. Il y a un problème. Mais comme vous l'avez dit très très bien dans votre développement sur l'encouragement, c'est la face invisible de l'iceberg. Quand vous dites « je suis optimiste pour les 15 prochaines années », c'est clair. Mais trouvons des moyens de vous aider à aider. Apprendre à apprendre. Écoutez, je pense que je vais vous dire des trucs un peu provos parce que j'aime bien dire ça. Je pense qu'il y a une partie de l'élection de notre président qui était effectivement basée sur une disruption souhaitée par une partie de la population qui sent bien qu'il faut créer une rupture. Mais il y a une autre partie de l'élection qui était un peu giscardienne, la continuité dans le changement. Or, on n'est pas dans la continuité dans le changement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une partie de la population qui attendait une modernité au sens, j'allais dire, années 60 du terme, un rafraîchissement de la politique, mais qui n'attendait pas de révolution profonde et de disruption profonde. Et ça, c'est les équilibres politiques d'un pays. Mais je le pense sincèrement, parce que j'ai quand même discuté avec beaucoup de gens qui m'ont dit mais on est déçus. Et on n'arrive pas à savoir si on est déçu parce qu'on n'a pas été assez loin, ou on est déçu parce qu'on a été trop loin. C'est-à-dire, et en fait, c'est les deux, mon général. Vous avez raison. Et on n'est pas dans une convergence. Le vrai risque politique aujourd'hui, il n'est pas dans une convergence des luttes, il est dans une convergence des déceptions. Mais pour deux déceptions qui n'ont rien à voir. Une partie de la population, c'est celle que vous représentez, monsieur, en me disant est-ce qu'on a été assez loin dans la disruption, est-ce qu'on a été assez innovant, est-ce qu'on n'a pas bousculé les murs plus, et qu'est-ce que vous foutez à l'Assemblée, vous, 50% de la société civile, et vos idées Et puis de l'autre partie qui dit oulala, mais attendez, vous nous changez tout là. Tous les matins on se lève et il y a une nouvelle loi, et les ordonnances de la loi travail, et la loi Pacte, et le machin. Oula, mais nous on n'a pas voté pour ça. Moi, je me suis tapé des conférences devant des commissaires aux comptes, aller leur dire que dans la loi Pacte, quand ils perdent l'automaticité de leur mission sur des sociétés qui font moins de 8 millions de chiffre d'affaires ou 50 millions de bilan, ils disent mais nous, on a voté Macron, mais on n'a pas voté pour ça. Allez parler aux gens qui vous disent on a voté pour la suppression de l'ISF, je fais exprès de les citer, et qui disent ah oui mais on nous a mis un IFI, et comme moi mes dettes elles sont pas sur mes immobiliers mais elles sont sur mes boîtes, je paye plus d'IFI que d'ISF, mais monsieur j'ai pas voté pour ça moi. Allez parler aux retraités qui étaient tous d'accord qu'il fallait une solidarité nationale.
Ah mais monsieur, moi j'ai pas du tout voté pour mes 1,7 de CSG, c'est encore nous qui payons. Et puis de l'autre côté, des gens qui disent mais il faut pousser plus les mecs. Vous voyez bien qu'on n'a pas la solution, qu'il faut aller encore plus loin dans la libéralisation, etc. Donc je crois qu'on vit ce moment complexe, non pas d'un double discours, mais je dirais, si on voulait parler scientifique, d'une hystérésis politique. C'est-à-dire qu'on est dans une phase de transition très tendue, qui est mon analyse personnelle, je l'ai dit, je l'ai écrit, j'ai même fait une tribune en janvier, qui est l'analyse personnelle d'un deuil de société. C'est-à-dire, en fait, pour moi, il y a une véritable incompréhension de ce qui s'est passé, il y a eu une négociation qui a été l'élection. On a fait un déni, alors sur l'industrie, c'est flagrant, on a fait un déni de la chute industrielle française. J'entends pas les experts comme vous, je parle de la population. Hein. Le service, 30 ans de déni. Toutes les politiques étaient laissez tomber. Moi, ma circonscription Villeurbanne, toutes les usines et ateliers de Villeurbanne qui ont fermé ont été remplacés par des logements sociaux. Toutes, 100%. 100%. Jusqu'à il y a 5 ans. Où là, il y a une espèce de réveil, où je dis, mais vous êtes tarés ou quoi ? On va faire une ville dortoir. Et du coup, parce que vous perdez une usine, vous perdez le café, vous perdez l'environnement direct, et puis c'est un lieu qui vit pas le jour, qui vit la nuit, et encore la nuit, pour aller se coucher, quoi. Donc, il y a eu un déni, il y a eu une négo qui a été dire faut moderniser tout ça. Macron, genre, aujourd'hui, il faut vous dire Bellamy aujourd'hui, hein, c'est pas une question de positionnement politique. Il y a eu une colère, Gilets jaunes, mais également la colère sourde que vous décrivez en disant Gilets jaunes, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais c'est en dessous que c'est compliqué. C'est en dessous que c'est compliqué. Et je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que je dis que je vais avoir des emmerdes. Mais tout ça est une bonne nouvelle, ça c'était un deuil. C'est le cycle du deuil. Et ça finit par une acceptation. Et cette acceptation, c'est la transformation de la société. Et moi, je suis convaincu, dans mon engagement politique, que si vous ne passez pas par ces étapes, de toute façon, il n'y aura pas de transformation de la société. Et la clé de cette transformation, c'est la science. C'est les innovations technologiques, c'est la robotique pour ce qui me concerne, mais il y en a plein d'autres, qui vont permettre de dire nous allons vivre dans un autre type de société, dans lequel effectivement le mieux vivre ensemble, urbain notamment, sera beaucoup plus complexe. Parce qu'il y a beaucoup de nostalgie dans tout ça. L'ouvrier, heureusement, c'est une espèce en voie de disparition. L'ouvrier, au sens juste utiliser la force de travail de l'homme pour faire des choses. C'est heureusement, je parle du technicien, je ne parle pas de l'expert, je ne parle pas de l'homme qui fait un chef-d'œuvre, je ne parle pas du compagnon, je parle du gars qu'on utilisait juste pour sa force de travail. Heureusement que c'est une espèce en voie de disparition. L'agriculteur nostalgique, hein, le labour avec les 2 bœufs, les tables, et je pousse l'aiguillon. Heureusement que c'est une espèce en voie de disparition. Parce que ça, c'est pas des vies. Alors on va dire, oui, mais regardez, il y a plein de gens qui ne vivent pas. Oui, parce qu'on n'a pas encore à cette phase où on a réussi à faire la transformation. Et d'où notamment les gilets jaunes. Oui, vous avez parlé de l'industrie, mais dans les services aussi, il y a des robots. Dans les banques, je crois que c'est la Société Générale, il y a eu un immense projet qui a été réalisé pour lire n'importe quel document et pour en faire des saisies. Alors ma question est la suivante, quel est le marché dans nos administrations ? Et s'il y a un marché, je pense qu'il y en a un pour les robots, parce qu'il y a aussi des objets, il n'y a pas que des papiers. Est-ce que l'État, à ce moment-là, ne pourrait pas être le moteur des robots pour le privé, en lançant, parce qu'il faudra des entreprises qui créent, qui installent, qui font du service après-vente, et puis ça créerait une animation. Alors, je ne sais pas si vous étiez là quand j'en ai parlé au début, mais j'expliquais juste... Non, mais vous avez raison, parce que c'est une très bonne question qui complète ce que j'ai dit au départ. C'est que le rôle de l'État n'est pas de subventionner l'innovation au départ en disant « Ah, j'ai vu un petit geek, il est vachement bien, il est un peu punk, mais il a plein d'idées, et on va lui filer 100 000 balles pour qu'il fasse un proto », mais au contraire d'aller en bout de chaîne et dire « Moi, j'ai une problématique, si vous savez résoudre cette problématique, j'en achèterai ou j'encouragerai à en acheter ». Donc dans la question que vous posez,
Évidemment que la modernisation de l'administration passe par une forme de robotique. Bon, c'est de l'administration un peu biaisée, mais parce que maintenant, mais dans le temps, ça l'était complètement pas. La Poste aujourd'hui commence à utiliser des robots qui suivent les facteurs ou les factrices pour des raisons de force, pour livrer les colis. Donc le facteur fait son parcours comme il le faisait dans le temps, mais il est suivi par un véhicule autonome qui est identifié à la ceinture du facteur et qui le suit comme un petit chien. Bon, ce type de système, qui est encore prototypé, qui n'est pas encore standardisé, pourrait demain faire l'objet de commandes d'État. D'où l'entrepreneur qui invente et qui met au point ce système, c'est à lui de trouver les investisseurs pour dire, regardez, si je trouve la solution, il y en a 50, 100, 200, 3000 à vendre, donc allons-y, investissons ensemble pour avancer. Et donc on rétablit la logique entrepreneuriale. Parce que s'il y a un truc dont je suis persuadé, c'est que l'État n'est pas un bon investisseur venture. Il ne l'est pas. C'est pas une honte de ne pas l'être. Il l'est pas. Il est un excellent investisseur infrastructure. Excellent, parce qu'il projette très loin. Il met évidemment, vous ne faites pas d'État, vous ne faites pas d'infrastructure sans un gros soutien et une grosse réflexion. Non, parce que c'est compliqué. Faire une ligne de chemin de fer, je suis en train d'expérimenter ça, ou de tramway dans ma circo. Heureusement qu'il y a l'État. Parce qu'à un moment donné, vous devez dire, pas de chance, votre maison, elle y passe, quoi. Sinon, vous n'y arrivez jamais en tant qu'investisseur. Vous n'allez pas faire la négo, mètre carré par mètre carré. Vous avez infrastructure, aucun souci. Venture, oublie. Par contre, client, très important. Ou client ou dérivé de client, c'est-à-dire encourager le client à acheter sous des formes de dire finalement, je sais pas moi, fiscal, amortissement, enfin tout ce que vous pouvez imaginer comme mécanisme d'encouragement. Encore une fois, on retombe sur le mot encouragement, qui est quand même le truc qui pour moi est le mot essentiel. Et à ce sujet, je crois que c'est important. Vous parlez des années 70, j'ai connu les années 70 dans l'informatique. Je peux vous dire que le patron de PME, avant de signer l'ordinateur, alors qui remplaçait la machine comptable, mécanique, etc., la nuit, il ne dormait pas. Alors pour les robots, ça sera pareil. Oui. Et juste pour répondre à Christophe, il y a un ministre qui a dit que maintenant, au gouvernement, on allait écouter plus les associations qu'avant. C'est peut-être pas gentil pour les députés, mais... Il y a un ministre qui a dit ça. À propos des... Jean-Joël Véran, donc vieux grognard et grognon de la société d'encouragement depuis des dizaines d'années. Voilà, et donc ici on est dans un endroit symbolique puisqu'on a plus de 2 siècles en tant que témoin de grandes réussites et de grands ratages. Alors on a un sujet qui est un chouette sujet aujourd'hui en France que vous connaissez mieux que moi et vous avez mis des sous dessus, qui sont les véhicules autonomes. Donc on est à la croisée de tous les chemins. C'est du sociétal, c'est notamment les navettes, c'est du sociétal, c'est de la robotique, c'est du soft, c'est du service, etc. Alors moi j'ai une question un peu à l'envers de ce que vous présentez, et c'est plutôt de l'humour. Comment on peut faire pour rater, comment on pourra s'organiser pour pouvoir rater éventuellement ce marché dans lequel on peut être leader? On a tous les éléments par rapport à l'organisation, la Smart City, vous-même, vos véhicules, etc. Comment on pourrait faire pour s'organiser pour ne pas être leader dans ce domaine? Je prends le sujet à l'envers. Et en rebondissant sur l'étude de McKinsey qui vient de sortir. Alors, j'ai une autre casquette, et je terminerai là-dessus. Je suis élu local, donc voilà, sur la vallée de Chevreuse. Et justement, grâce à des femmes éclairées, donc ministre des Transports et Anne-Marie Drac, dernièrement, au mois d'avril, il y a une grande expérimentation lancée par l'État, et je vais dans le sens du président de la société d'encouragement. L'État, effectivement, n'est pas un investisseur, mais peut lancer des grandes initiatives. Donc il va y avoir 12 expérimentations lancées qui ont vocation à devenir mondiales. J'ai l'honneur de faire partie des villes qui vont faire partie en petite Saint-Rémy-les-Chevreuses, oui. Bien connu pour son RERB. Voilà. Donc c'est pour desservir en milieu semi-rural, c'est la seule. Le reste, c'est des petites villes comme Paris, enfin Lyon, etc., etc. Donc on est à 12e. Alors j'ai pu le voir sur le terrain, quand même, en associant des gens de tous bords politiques sur toutes les communes. Il y a une volonté force, positive, tout le monde est d'accord pour mettre un petit peu d'argent pour acheter des machines, pour
les utilisateurs, on aura des futurs utilisateurs, etc. Donc comment on pourrait s'organiser pour rater, pour rater ces marchés? Vous savez, c'est la question essentielle, celle-là. Parce que vous pouvez la généraliser à comment on s'organise pour rater toutes les nouvelles tendances industrielles dans tous les secteurs. Par exemple, comment on s'organise pour rater la transformation du phytosanitaire, en disant qu'il faut régler le problème du glyphosate en 15 jours. De la même manière, comment on s'organise pour rater la nouvelle mobilité, en disant qu'il y a 300 000, il y a 3 millions d'emplois liés à l'automobile classique avec un business model classique. Et donc, c'est une justification à geler énormément d'initiatives, si ce n'est prototypale. C'est-à-dire qu'une fois passé les 12-15 villes dont vous avez parlé, on se dit, vous voyez bien, ça ne marche pas aussi bien qu'avant. Et s'évertuer à démontrer, et on peut très facilement le démontrer. Aujourd'hui, la question des navettes autonomes, je la connais par cœur, vous devez vous en douter, c'est la personne à bord. J'explique en synthèse. Il y a aujourd'hui dans la réglementation française et européenne, la qualification d'un véhicule qui roule sur les routes doit avoir un pilote, doit avoir un chauffeur. C'est comme ça. Le code de la route dit ça. Donc l'État a autorité pour dire éventuellement il n'y a plus besoin de chauffeur. En tout cas, on ne l'a pas fait aujourd'hui. On a choisi la voie de l'expérimentation en disant on va autoriser la circulation sur route de véhicules autonomes à condition qu'il y ait une personne à bord pour la sécurité. Donc le coût d'une navette autonome ou d'un bus de 15 personnes, c'est le même. C'est le même en fonctionnement, puisqu'il y a une personne à bord. Parce qu'on prend le problème à l'envers. Ce coût de cette personne, il faut juste l'affecter à autre chose. Est-ce que ça va permettre aux handicapés d'utiliser des navettes autonomes? Est-ce que ça permet aux personnes âgées? Est-ce qu'on l'intègre dans l'équation du business model ou pas? Et en restant dans le même référentiel, parce que c'est ça le vrai sujet, je reviens toujours à la même chose, en ne changeant pas de référentiel économique, en vous disant vous allez acheter un véhicule, puis vous paierez le salaire du mec, et puis d'ailleurs il vous en faut 3 parce qu'il a des vacances, le service doit être étendu à 10 heures, ça marche mal, etc. Donc en ne changeant pas le système référentiel, on bloque l'équation de l'innovation par rapport à ça marche déjà, vous ne changez rien de nouveau. Et en prenant que l'angle économique comme critère, donc c'était ça un peu ma réponse à votre question, c'est qu'il y a un moment donné, l'enjeu sociétal va devenir aussi, sinon plus important que l'enjeu économique, pour beaucoup de situations. Et notamment pour des histoires de confort, pour des histoires de pollution, pour des histoires de praticité. Parce que l'évolution de la navette autonome, demain, pas aujourd'hui, mais demain, aujourd'hui, elle est finalement assez balisée. La différence, pour que vous compreniez, entre la navette autonome et le véhicule autonome, la navette autonome, ça marche un peu comme un tramway sans rail. Ça veut dire, en fait, il y a des postes et il n'y a plus besoin de mettre des rails sur la route, mais ça sait s'arrêter là où il faut, repartir, ça sait éviter un obstacle, ça sait éviter que quelqu'un se fasse mal. Mais le véhicule autonome, c'est dans un univers complètement libre, ça se substitue à un être humain qui se gare où il veut, il fait ce qu'il veut, il tourne à droite, il tourne à gauche, il fait ce qu'il veut. Là, on est quand même dans la navette autonome traditionnelle, on est encore sur des rails. Ce qui est important, parce qu'il faut aussi habituer les gens à faire confiance à des véhicules qui n'ont plus de chauffeur. Donc il y a quand même une progression. Oui, je finis juste ma phrase et je vous dis. Et donc ça veut dire que la problématique aujourd'hui de la navette, l'évolution de la navette autonome demain, c'est qu'elle pourra faire du porte-à-porte. Elle peut juste pas le faire aujourd'hui. Mais si vous êtes sur la bonne route, c'est un peu un bus, vous savez, le fameux service maintenant qu'on fait dans les bus, notamment pour les femmes seules le soir, si elle demande à s'arrêter devant sa porte, elle peut le faire. C'est essentiel pour le confort et la sécurité. Ça pourrait être imaginé. Alors là, vous n'avez pas de bol si vous prenez la navette, un peu comme quand vous prenez l'ascenseur et que tout le monde s'arrête tous les 10 mètres. Là, vous allez finir par être fatigué. Mais bon, ça, c'est la vie. C'est le jour où il n'y a pas de chance. Il y a des jours où on n'a pas de chance dans l'ascenseur. Il y a des jours où on a de la chance. Mais pour répondre à votre question, c'est bien le changement de référentiel qui est la clé du truc. Et si vous y rajoutez le fantasme de nos amis de la France insoumise qui s'appelle les lobbies, c'est-à-dire une espèce de truc où les gens préserveraient leurs avantages et leur territoire, c'est là que l'État doit avoir la force de l'arbitrage. Là, pour le coup, c'est de l'encouragement, j'allais dire, coercitif, l'encouragement à dire ça, c'est pas question.
Et là, il y a une responsabilité de l'État de dire non, on n'accepte pas de travailler sous cette pression-là, qui, je le disais tout à l'heure, quand compte, il y a 3 millions, et vous vous rendez compte ce que vous perdriez si vous arrêtez d'acheter des bus. Mais attendez, ça s'étale sur 25 ans, notre histoire, là. On a 5 minutes. Et à vous, messieurs les industriels, de former, d'investir, je l'ai dit tout à l'heure, aucune raison que les grandes sociétés automobiles de bus, par exemple, ne se mettent pas à faire des navettes autonomes. Aucune raison. C'est à eux de le faire. Oui, ou les opérateurs. Madame, vous aviez une remarque? Bonjour. Merci. Bon, Sabine Moutier, c'est Christophe qui m'a invitée. Nous nous connaissons depuis déjà quelques années. J'ai une double activité. J'accompagne des TPE et des PME dans les financements, notamment en coordination avec des think tanks, et je crée un lobby financier. Et je suis également cofondatrice d'un groupe de sécurité privée où nous allons faire appel aux drones, où là je suis associée avec le numéro 3 de la BRI. Voilà. Bon, en fait, je voulais rebondir surtout sur les véhicules autonomes. J'ai assisté l'année dernière sur des lancements de start-up en collaboration avec des grands groupes industriels, notamment Renault, où vous avez assez raison sur le véhicule autonome, mais c'est également lié, à mon avis, à un problème d'intelligence artificielle, puisque, comme vous le savez, sur tous les tests qui ont été faits sur les véhicules autonomes, il y a eu des accidents qui sont liés au fait que l'ordinateur de la voiture ne sait pas faire la différence. Si lui considère qu'il est dans son bon droit par rapport au code de la route, il va dire non, je ne vais pas me déporter, je suis sur ma voie, donc voilà. Donc est-ce que ce ne serait pas justement une idée de faire aussi avancer l'intelligence artificielle pour que le grand public n'ait plus ces problématiques de sécurité et de prendre les véhicules ou les navettes? Non mais oui, bien sûr, mais on pourrait avoir, encore une fois, moi j'aime bien l'histoire industrielle. Les premiers chauffeurs, bizarrement, avaient le droit d'écraser les gens. Non mais, parce qu'ils estimaient qu'ils avaient averti qu'un véhicule allait passer, et s'il y avait un obstacle, de toute façon on n'avait pas les freins pour freiner. Non mais on ne les avait pas, techniquement on n'arrivait pas à freiner. Donc, non mais ça nous paraît incroyable, mais les gens, je veux dire, les cochons, les vaches, les machins, les gens ont essayé d'éviter. Mais, et encore, il y a eu plein d'accidents. Il y a un bouquin extraordinaire, dont j'ai un exemplaire rare, qui s'appelle Chauffeur, je crois, ou Les chauffeurs. Et en fait, le mot chauffeur venait à l'origine de dire que c'était des gens qui étaient sans foi ni loi et qui écrasaient tout. Enfin, en gros, c'était la vitesse. Le trip, c'était la vitesse. C'était pas la sécurité du tout. Et les premiers avions, il y en a plein qui se sont écrasés parce que ça marchait pas. Et je pense que vous avez raison de dire qu'il faut prendre en compte toutes les composantes. Et c'est pour ça que moi je pense que la navette pour le moment, et c'était le choix qu'on avait fait sur le plan stratégique, c'est la chose la plus sûre, parce que c'est au moins calibré dans un parcours qui est identifié, plutôt que commencer à se lancer dans le véhicule totalement autonome, qui va venir, mais qui va probablement être là aux alentours de 2050, parce qu'il y a une condition à ce que le véhicule autonome fonctionne, c'est que les infrastructures soient adaptées. Donc ce qu'on appelle le V2X, pour le mot à la mode, c'est tant qu'il n'y aura pas la mise en place dans les architectures de la ville et les infrastructures de la ville, à la fois de 5G et plus, et à la fois de systèmes de captage au niveau des feux rouges, des panneaux, de la route, de ce que vous voulez, on aura des machins qui seront relativement aveugles. Les véhicules autonomes marcheront avec une canne blanche. Alors, ils pourront éviter les gros trucs. Mais on a tous fait l'expérience de personnes qu'on connaît qui sont aveugles, qui vous disent, par contre, il y a des trucs, par définition, je ne peux pas les voir avec ma canne. Donc j'ai besoin d'autres systèmes, des systèmes sonores, des systèmes... Et là, on s'aperçoit que le retour de l'environnement, encore une fois, on est dans des problématiques systémiques. D'où mon insistance sur référentiel et systémique tout le temps. C'est la résolution de la transformation, c'est bien systémique. Et d'ailleurs, dans les villes où ils veulent expérimenter des véhicules autonomes, notamment en Chine, ils commencent par mettre l'infrastructure avant même d'avoir le produit. Aujourd'hui, vous avez des villes modèles en Chine, je connais 2, dont je n'arriverai pas à vous redonner le nom de tête, mais où, en fait, tout est prévu pour qu'un objet capable de se connecter. Alors, vous voyez les difficultés, les normes, c'est-à-dire que les normes vont devenir internationales,
Parce que là, aujourd'hui, vous allez fabriquer des navettes sous la norme française de je sais pas quoi, et la chinoise ne sera pas la bonne, l'américaine ne sera pas la bonne, on va tous se mettre d'accord comment. C'est pour ça qu'il y en a pour 50 ans. Mais c'est très bien, ça nous fait du boulot. Oui, oui. Encore dans le prototypage. Croyez-moi, je connais bien le sujet. On est à l'échelle de centaines, de machines, et non pas de milliers ni de centaines de milliers de machines. Or, l'économie quand même de la mobilité, elle est à l'échelle de 100 000 minimum. Donc ça veut dire que pour le moment, et vous avez raison quand même de dire, on a les acheteurs, parce que la RATP, Transdev, tout ça, Keolis bosse beaucoup là-dessus, mais on est dans ce... Par contre, là où c'est complètement débile, c'est qu'on n'a pas les investisseurs qui le comprennent. On n'a pas de mecs qui construisent le canal de Suez en France. Hein. On a des gars qui construisent la Marocanard, quoi. Ça, c'est un vrai problème. Non, mais ça, c'est un vrai problème. Parce qu'il faut investir sur ce type de véhicule sur 10-15 ans. Il ne faut pas investir sur je veux de la rentabilité à 3 mois. Ça ne marchera pas, ça. Bien, encore quelques questions. Qui a le micro? Voilà. Oui, je ne sais même pas l'heure qu'il est. C'est bon? Je prends 2-3 questions vite fait. Oui. 3 dernières. Oui, allez-y. Bonjour. Quand voyez-vous terminer ce blocage qui impose d'avoir 3 emplois pour une navette de 5 personnes? Est-ce qu'une proposition de loi peut permettre mais de vous savez surmonter? quoi? Moi, je ne suis pas pour. Non, mais quand je dis je ne suis pas pour, je pense que ça mérite quand même de se poser une question. Ça mérite, hein, de se poser. Bon, technologiquement, il n'y a aucune raison. Il peut être terminé demain. C'est-à-dire que demain, on pourrait décider que ça marche. Par contre, comme disait madame, un accident et on arrête toutes les navettes. C'est l'histoire de Boeing. Hein. Donc personne ne veut prendre ce risque, à commencer par les gens qui construisent des navettes. Un accident et vous pliez l'industrie pour 3 ans. Parce qu'on va vous sortir que vous n'aviez pas prévu ceci, et le moteur d'intelligence artificielle cela, et machin. Donc la sécurité est importante. La deuxième, c'est que ça pose une question de savoir si d'une façon différente, conviviale, intelligente, il n'y a pas des métiers qui vont s'organiser autour de ça, qui ne sont pas des métiers de liftier d'ascenseur horizontal, mais des métiers dans lesquels peuvent s'engager des rapports humains différents, etc. Donc moi, je me demande s'il ne faut pas les intégrer au business model d'une autre manière. Et là, je parle aux élus locaux, là. C'est-à-dire que je me dis, est-ce que ce n'est pas une manière intéressante d'avoir des activités? Moi, bon, on a quand même du recul, hein. Je ne travaille plus dans la société en question, pour être tout à fait clair avec vous, je n'ai plus aucun intérêt, ni économique, ni d'action, ni rien, ni de rôle. Mais j'ai quand même, avant de partir, regardé 2-3 données. Et sur à peu près 200 navettes, la satisfaction des gens qui sont à bord est intéressante. C'est-à-dire qu'ils ne le vivent pas du tout comme étant le pilote, le liftier justement d'un ascenseur horizontal, ils le vivent comme étant en interaction avec les gens. Ils le vivent comme participant à quelque chose d'intéressant. C'est le fameux histoire que j'adore raconter, des 3 tailleurs de pierre, qu'on interroge sur qu'est-ce qu'ils font. Le premier dit je taille une pierre, le deuxième dit je fais mon boulot, et le troisième dit je construis une cathédrale. Et en fait, cette logique, elle est intéressante de pouvoir emmener des gens vers plus de choses. Maintenant, technologiquement aujourd'hui, il n'y a aucune obligation. Ça serait vraiment une réflexion de savoir. Par exemple, en Suisse, il y a une expérimentation où le gars qui est à bord, en fait, est un guide touristique. D'accord ? Il en profite pour dire, découvrir la ville et parler avec les gens et dire machin, etc. Alors, je pense qu'il ne dit pas à la fin, n'oubliez pas le guide, parce que ce n'est pas le trip, mais il fait ça. Donc, il n'est pas du tout... Par contre, c'est l'homme de sécurité. Parce que c'est un bouton, la sécurité. C'est assez primaire comme truc. Il fait ça, ils font ça et ils garent les véhicules. Se garer les véhicules, c'est un truc un peu technique. Ça dépend un peu de... Ça se gare généralement dans des containers, il faut faire un peu gaffe. Bon, mais à la limite, c'est plus folklorique qu'autre chose. Ça se pourrait se faire automatiquement. Mais c'est pas juste l'idée de les supprimer. Peut-être. En tout cas, ne fermons pas cette porte. Ne la fermons pas. Trop vite. En disant, finalement, c'est un chauffeur de bus qui sert à rien. Parce qu'en gros, c'est comme ça que c'est interprété sur un tableur. On paye un mec qui sert à rien. Excuse-moi...
Oui, 3 en l'occurrence. Paul, dernière question. Oui, alors Paul Robert, donc France Cluster, nous sommes partenaires de la Société d'encouragement, bien entendu. La première question un peu provoque, qu'est-ce que vous avez l'intention, parce que nous avons été passionnés par ce que vous avez raconté, et en particulier par ce que vous dites sur les territoires. Pour ne rien vous cacher, lors d'une séance avec le commissariat aux investissements d'avenir, nous avons entendu ceci. Oh non, mais vous savez, toutes vos entreprises là, de mécanique, c'est le concept de Schumpeter, il faut que ça se détruise pour pouvoir revivre. Bon, donc ça, effectivement, c'est assez choquant. Donc ma question, c'est, qu'est-ce que vous avez... Alors, vous avez déploré que les industriels ne fassent pas suffisamment voir leurs résultats sur les territoires. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour que votre rapport soit effectivement un vecteur de communication sur cette réalité-là? Deuxième question, très rapidement, le crédit impôt recherche. Nous recevions avec Olivier Mousson, donc mardi dernier, un chef d'entreprise sur la 5G, et qui disait véritablement, nous les PME, c'est une course d'obstacles pour atteindre le CIR. Et surtout, nous sommes rançonnés, j'exagère un peu, il ne faudrait pas que ce soit bon, par des consultants qui nous demandent jusqu'à 40% du montant. Et dernière question très rapidement, bon, la stratégie industrielle européenne est en train de voler en éclats. Le régime d'aide publique, on a vu les dégâts que ça peut faire. Qu'est-ce que vous, en tant que parlementaire, en tant que haut responsable politique, monsieur le ministre, vous pouvez faire pour que véritablement ça éclate? Voilà. Alors, je vais traiter tout de suite le CIR. Le CIR, vous avez raison. D'abord, il n'est pas question jeudi, parce que la rumeur a circulé, il n'est pas du tout question d'y toucher, hein, par rapport au phénomène du niche fiscal. Par contre, à titre personnel, je soutiendrai toute initiative. Je dis à titre personnel parce que je ne connais pas tout à fait la position aujourd'hui du gouvernement, parce qu'elle n'est pas juste connue. Hein. C'est pas du tout qu'elle est, elle n'est pas affirmée. Autoriser des sociétés à indexer leur rémunération sur la levée de capitaux sur le dos de l'État est inadmissible. C'est clair. Ça veut dire pour moi que vous vous présentiez pour dire à un patron de PME, je vais vous aider à lever votre CIR, et vous comprenez, je vais mettre en œuvre 3 personnes qui vont bosser, donc ça va vous coûter 5000 balles, j'ai aucun problème. J'ai vécu en tant que chef d'entreprise les approches commerciales de ce type de société qui vous disaient je vous prends X% de ce que je vous lève, et en fait de ce que je vous lève ça veut dire de ce que je pique à l'État, quoi. Et ça c'est inadmissible. Non mais c'est juste inadmissible. Donc je ne vais pas me faire des copains comme d'habitude, mais j'ai l'habitude, mais ça il faudra le combattre. Donc au minimum, il faudra exiger que ça soit des contrats précis sur lesquels on connaît l'engagement, et certainement pas des contrats d'objectifs. D'une façon générale, j'aime pas les contrats d'objectifs. D'une façon générale. À part dans le domaine du commercial pur, pour lancer l'économie, mais le reste, ça me paraît ambigu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on fait tous les jours, ça veut dire, vous voyez, être là, continuer à faire notre boulot politique sur des convictions profondes, et puis gratter en étant le plus honnête possible. Et arrêter de raconter des histoires, arrêter de faire du storytelling politique, du yaka faucon et de l'hypersimplification. Tous les problèmes sociétaux que nous rencontrons aujourd'hui, tous, sont d'une complexité technologique extrême. Et on n'a pas les réponses pour tous les problèmes sociétaux. Je vais vous prendre un exemple que j'aime bien citer parce qu'il est probant aussi, c'est le sida. Si on ne s'était pas mobilisé, comme on s'est mobilisé, comme les pays dans le monde entier se sont mobilisés autour du sida, on n'aurait pas eu, ce qui est historique, hein, l'accélération de solutions de thérapie aussi rapidement pour un problème aussi complexe. Ça n'a pas été un type dans un labo, même si on en accorde la paternité à quelques professeurs, qui s'est levé un matin en disant « ça y est, j'ai trouvé la solution ». C'est
des centaines de labos dans le monde entier qui ont convergé, qui ont partagé, et c'est une intelligence collective remarquable. Et pour ça, on revient encore à ce mot magique, d'encouragement. On s'est réunis autour d'une cause essentielle, notamment sur l'Afrique, parce qu'il y a le sida dans nos pays, et puis il y avait des territoires dans lesquels on est dans des taux de pandémie extrêmes, qui touchent quand même à un essentiel de la vie humaine, qui est quand même la procréation, donc quand même des concepts presque mystiques. Mais les gens se sont mis. La respiration, la qualité de l'air, ça fait partie de ces sujets. Et il faut qu'il y ait des centaines de milliers, enfin des centaines, des milliers d'entreprises, d'énergie, de chercheurs qui trouvent les équations. Parce que c'est notre vie. Donc je pense qu'on ne peut faire que ça aujourd'hui. Et budgétairement parlant, pour rester quand même dans le concret, mettre le bon chiffre, donc la bonne dimension territoriale, d'où mon engagement pour l'Europe, derrière les vrais sujets, avec des pays qui n'en auront rien à faire. Je vous le dis tout de suite. Je vous donne un exemple parallèle. L'armée européenne, qui est dans notre programme. Je ne vous perds pas, oublions le programme. Je vous dis juste, c'est écrit, défendre nos frontières dans notre programme. Donc la réflexion sur une armée européenne. Vous allez en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, où j'ai été, où j'ai rencontré les responsables politiques progressistes, ils vous disent, on ne veut pas en entendre parler. Nous, on a l'OTAN, ça nous va très bien. Non mais, très bien. Non mais, vous voyez que la difficulté, c'est, eh ben non, on y va, on les rencontre, on leur explique pourquoi, mais pas dans un rapport de force. On leur explique pourquoi, parce qu'on leur dit, vous êtes des veilleurs de l'Europe, vos veilles ne peuvent pas dépendre de l'OTAN pour protéger les autres pays européens. Parce que c'est leur boulot, hein, aux frontières, parce que je ne veux pas du tout vous faire de science-fiction cataclysmique, mais enfin, on est quand même aux frontières de l'Europe dans des situations de tension géopolitique importantes. Première décision de Poutine sur l'Ukraine avec le nouveau président, c'est donner un passeport russe à tous les mecs du Donbass. Si ça, c'est pas de l'invasion soft, qu'est-ce que c'est? C'est d'ailleurs très malin, parce que qu'est-ce qu'il fait l'autre en face? Il refuse des passeports pour les gens? Comment ça marche? Imaginez que demain, Poutine dit tous les gens qui parlent russe en France, passeport russe. Merde, qu'est-ce qu'on fait? Non mais c'est une guerre moderne super intelligente. Mais c'est une guerre. Donc il faut appeler un chat un chat. Non mais d'où ce que je veux dire, c'est que là, une armée européenne ne se conçoit qu'avec des moyens financiers, intellectuels, technologiques européens. La France ne va pas être l'armée européenne. Ça ne marche pas, ça. Ni dans son financement, ni certainement dans les logiques de souveraineté et d'ingérence, évidemment. Donc on a besoin de certaines échelles. Et puis j'ai oublié votre troisième point. Du coup, je suis parti. Oui. Pardon ? Ben ça, si vous voulez, c'est un peu les limites de l'exercice politique. Hein. On n'imposera pas. On a une mécanique, c'est pour ça qu'on parle de la renaissance de l'Europe. On a quand même une mécanique d'unanimité qui, à un moment donné, doit être quand même révisée. On ne peut pas faire des grandes réformes sur ce type, justement, de régime d'aide ou, cette fois-ci, d'éléments coercitifs, de dire ça doit y rester ou ça doit pas rester, si à chaque fois on est à 28, quoi. Ça ne marche pas. Ben oui. Oui, parce qu'il est normé sur les petits pays. C'est le plus petit commun dénominateur. Non mais il y aurait beaucoup à dire sur l'Europe, mais la notion de libre concurrence a été dévoyée, par exemple. On est basculé, puisqu'on a des pays qui n'ont pas les mêmes régimes politiques, ni les mêmes régimes fiscaux, ni les mêmes salaires minimaux, etc. On dit, mais tout le monde doit être en libre concurrence, quand même.
c'était un petit peu... C'était logique de dire, ouais, on est tous ensemble, alors ça va être cool. Mais on s'aperçoit que ça crée des disparités terribles. Et notamment, par exemple, on parlait de la commande d'État. En Europe, la commande d'État est limitée à 50 000 euros. Vis-à-vis d'une PME. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter un produit à plus de 50 000 balles. Je dis, les gars, c'est taré ou quoi? Ça ne marche pas. C'est même pas le prix d'une voiture. Donc ça veut dire que, ah non, ça doit passer par un appel d'offres européen, et machin, et patin, et couffin, et trucs. Puis on se retrouve dans des situations surtout ubuesques, plus que... Elles sont surtout ubuesques. Mais, encore une fois, il faut... Les Japonais disent, hein, if there is a will, there is a way. Hein, c'est Nase Banaro en japonais. Ouais, il faut une volonté, quoi. Au cœur de tout ça, il faut une volonté européenne. Et bien sûr qu'il faut voter le 26 mai, quelle que soit la partie pour laquelle vous votez, il faut voter pour un parti pro-européen. Et pas pour un parti qui, officiellement ou masqué, veut sortir de l'Europe. Parce que vous avez les extrêmes qui disent on sort de l'Europe, on fait le Frexit, les machins, là, comment ils s'appellent, Asselineau. Oui, bon, ça c'est d'accord, c'est folklorique et c'est sympa et ça fait pas de point. D'autres partis beaucoup plus significatifs, dans leur traduction de programme, ne veulent pas de l'Europe. Et ça, c'est du suicidaire, quoi. Voilà. Alors après, on peut voter ce qu'on veut. Voilà. C'est une belle conclusion. Hein. Merci à vous. Beaucoup. C'était vraiment passionnant. Continuez de faire votre travail de député. Et on continuera à faire notre travail à la Société d'encouragement. Et si vous voulez, vous êtes ici chez vous. Si par bonheur 2020 est l'année de la robotique, j'espère. Voilà, exactement. Chiche.